On a assisté depuis 2016 à, selon eux-mêmes, à la ruse et à la rage. Et je suis... Ça a été, cette expression ruse et rage a été contextualisée par son auteur. Oui. Maître Diogbenon. Ça continue. Ça continue, nous sommes en plein dedans dans cette série fantastique qui se déroule devant nous entre l'UP avec le R ou l'UP sans le R et le PRD. Qui réclame son R. Nous suivons. Au Parti démocrate, nous suivons. Donc ça vous intéresse? Nous sommes politiques. Et la loi ne doit pas être une pour les uns et une autre pour les autres. D'accord. Et selon le propre dit du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Orden Aladatin, la dernière fois, il a dit que durant cette fusion, il y a eu un dol. Il a dit sur une émission récente de Doncla Mabalo, un de vos collègues. Bien sûr. Il a dit qu'il a eu un dol. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est quoi un dol? Les auditeurs voudraient savoir. On va lire, on va taper sur Internet rapidement et on va vous définir rapidement un dol. Et après, vous allez déduire. Un dol, en droit, manœuvre frauduleuse destinée à tromper. Vous êtes en train de dire que Orden Aladatin est en train de reconnaître qu'il y a des façons de faire qui ont violé la loi, qui ont violé la loi, qui ont trompé et qui ont permis de tromper non seulement le ministère de l'Intérieur et qui a permis au ministère de l'Intérieur de leur donner un récépissé définitif. Le président du PRD, une fois président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji. Vous parlez du PRD qui n'existe plus? Moi, selon les tests, le PRD dit qu'il existe. Ok, allons-y. Donc nous, vous journalistes, moi je suis politique. La question qu'on doit se poser est de savoir comment se fait-il que depuis la sortie de Maître Adrien Humbedji, le ministre de l'Intérieur n'a pas fait une sortie. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un courrier pour... Non, il a envoyé un courrier pour son adjoint, a envoyé un courrier pour menacer le secrétaire général adjoint du parti PRD. Non, pas des menaces, mais demander des explications. Demander des explications, ce n'est pas des menaces. Nous avons suivi, Moïse Mocho, s'il vous plaît. Nous avons suivi le communiqué du président Humbedji. C'est écrit dedans menace. Oui, c'est le communiqué du PRD qui estime être menacé. Ah oui, mais je tiens que c'est les faits factuels. Je n'invente rien, je dois pouvoir me baser sur ce qui est dit. Les faits, ils sont là, c'est factuel. Oui, moi également, je me base sur ce que le ministère de l'Intérieur... Non, voilà. Il a envoyé un courrier qui a été pris pour une menace par le PRD et le président du PRD, le président Humbedji, est sorti. Dans sa sortie, il a apporté des preuves, il a posé des questions. Alors, le ministre de l'Intérieur, depuis bientôt 3 semaines, n'est pas sorti. Et on laisse l'autre parti avec lequel il y a la brouille, c'est eux qui sortent pour parler. Et l'un d'eux, je parle du président de la commission des lois, Orden Aladatin, qui a eu à expliquer sur un plateau de télé qu'il y a eu un dol. Ça dit qu'il a eu des mesures frauduleuses pour pouvoir aboutir à leur objectif. Qui était l'auteur, selon vous, de... C'est eux, c'est ce qu'il a dit. C'est pas le PRD. Le PRD dit qu'il reconnaît qu'ils ont fait des dols le concernant. C'est pour ça que lui réclame son R, par exemple. Donc, c'est des faits, ils sont là. Moi, je n'ai rien inventé. Donc, si on tient compte de ça, on se pose la question de savoir pourquoi le ministre de l'Intérieur n'est pas sorti depuis. C'est la première des questions. La seconde question, pourquoi on est là et on laisse le pays dans cette ruse où la loi est A pour les autres, B pour les uns. Pourquoi c'est ça? Parce que pour avoir un récépissé définitif, la loi a dit qu'il faut des pièces. Comment se fait-il qu'il n'y a pas le PV du Congrès extraordinaire de dissolution du parti PRD dans le dossier qui a été déposé par l'UPR pour finaliser la fusion? Si ça n'y est pas, ça veut dire qu'il y a fausse donne. Donc le ministre
doit nous expliquer, parce que le ministre est censé représenter le peuple béninois. Donc, avec nos sous, il prend parti pour un parti où il fait quoi? C'est ça, moi, les questions que j'aimerais poser, pour qu'on puisse avancer librement dans ce débat. Cette brouille-là, entre le PRDO et l'UPR, apparemment, ça vous arrange. En quoi? Ça met à nu le fonctionnement qu'il a eu depuis 2016, avec l'avènement de la rupture. C'est-à-dire quoi? Ils inventent eux-mêmes des lois qu'ils sont incapables de respecter. Ils inventent des certificats de conformité pour éliminer les adversaires. Ils inventent des fautes mineures, des fautes majeures pour inverser les adversaires, pour se retrouver tout seul. Aujourd'hui, ça éclate. Parce que ça se passe avec le PRD, qui est un allié de la mouvance. Je repose la question, ça vous arrange parce que en face, vous avez des adversaires qui se chamaillent, qui se mangent le nez? Non. Nous, ça ne nous arrange en rien. Au contraire, ça met à nu cette gouvernance qui est devenue un état de loi qu'on ne respecte même pas d'ailleurs. C'est ça que ça met à nu. Et nous, on observe. Et c'est ça qu'on veut corriger en 2026. En 2026, on va en arriver à comment est-ce que vous vous préparez pour 2026. L'autre actualité également, c'est cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les secrétaires exécutifs et les maires des 77 communes du Bénin. Il en est sorti un décret du dernier Conseil des ministres qui met quelques réajustements, aménagements, à la façon surtout de désigner désormais les secrétaires exécutifs des mairies de conciliation. Nous avons combattu cette réforme au Parti des démocrates parce qu'on est passé de la décentralisation à la recentralisation. Je vous explique. Ça commence depuis l'élection des maires. Aujourd'hui, au Bénin, on n'élit plus les maires, on nomme les maires. Donc, nous sommes sortis de la décentralisation. Après, on a donné plein pouvoir au préfet et au SE, au secrétaire exécutif. Je vais être un peu sarcastique. Nous appelons cette réforme la réforme Tiniteta. C'est-à-dire qu'on jette la pièce. Si ça sort... Tirage au sort. Voilà. Vous savez, on n'est pas dans un cirque. C'est un État qu'on gère. Ce sont nos municipalités qu'on veut gérer. On ne peut pas jouer. Non, on ne peut pas jouer avec la vie des Béninois autant. Vous pensez que c'est jouer, mais c'est une façon d'être objectif. Il y a quelle objectivité dans le hasard? Il n'y a aucune objectivité dans le hasard. La preuve, c'est là. Si c'est que c'était objectif, ils n'allaient pas revenir en arrière pour dire qu'il faut réaménager la déviation des PSE. Vous pensez qu'on ne peut pas faire des erreurs et ajuster? Mais c'est ce que nous disons pour éviter de faire des erreurs. Lorsque ça ne va pas, on s'assoit tous autour d'une table. Parce que c'est politique. Ça concerne les 14 millions de Béninois que nous sommes. On s'assoit tous autour de la table et on décide de comment on va réorienter notre vivre ensemble. Quelqu'un ne vient pas imposer, qui plus est le président de la République, imposer une vision à lui, à 14 millions de concitoyens. Dieu n'a pas imposé sa vision. C'est pour ça. 5 millions de Béninois ont confié la gestion du pays à Patrice Talon. En 2016 et puis en 2021. C'est pas la première fois que nous avons confié la gestion du pays au Bénin. Depuis notre indépendance et l'avènement de la démocratie depuis 1991, nous avons toujours confié à intervalles réguliers la destinée du pays à des hommes. D'autres sont venus avant lui, d'autres viendront après lui. Parce qu'en 2026, un autre prendra le tour. Mais ça veut dire quoi? Pour les autres, qu'est-ce qu'on faisait? Souffrait que chacun ait sa vision. Non, c'est pas une affaire de vision, simplement. Conviction. C'est une affaire du vivre ensemble. C'est que si ça ne va pas, on s'assoit, on redéfinit les bases du vivre ensemble. On ne vient pas imposer avec la baïonnette, avec la militarisation, avec des lois faut pas exagérer, Moïse Mocho. Bon, peut-être le même président de la République qui, il y a 2-3 ans, a pensé qu'il faut une réforme structurelle du secteur de la décentralisation est revenu
pour faire un bilan d'étape et à faire des ajustements. Pour vous maintenant, est-ce que ça peut aller comme ça? Nous avons opté en 91 pour une décentralisation. La décentralisation, c'est d'abord deux choses. C'est la déconcentration des pouvoirs. Il faut rapprocher l'État central des populations à la base et ensuite leur donner les moyens pour pouvoir implémenter le pouvoir à la base. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a retiré le pouvoir à la base. On a retiré les moyens à la base. Selon vos analyses? Ce n'est pas selon nos analyses, c'est ce qui est fait. Alors, parce que le maire n'est plus ordonnateur du budget. Ça, c'est un. C'est le SE. Et le préfet commande aujourd'hui le maire. Nous sommes sortis de ça depuis la Révolution. Moïse Moutio, le chef de l'État, en tout cas, et son équipe sont partis du constat que depuis que cette réforme de la décentralisation, sous l'ancienne formule, est instituée, grand-chose n'a pas bougé et il faut vraiment réformer ce processus-là. Et c'est justement qu'il en est arrivé à cette réforme-là. Vous n'avez pas constaté également qu'il y a échec? Je vous dis encore une dernière fois ceci. Quand il y a échec, c'est ensemble qu'on a décidé la décentralisation. Donc c'est ensemble qu'on s'assoit pour redéfinir notre vivre ensemble. Aujourd'hui, vous savez, les mairies, c'est les mairies qui construisaient les marchés, c'est les mairies qui s'occupaient des écoles, c'est les mairies qui s'occupaient de la voirie, c'est les mairies qui s'occupaient de pas mal de choses. Aujourd'hui, l'État a repris tout. Même les poubelles, c'est l'État qui gère. Au lieu de donner les moyens à la mairie, de former les agents municipaux, il faut les former. Il faut les envoyer des expertises. C'est dans la décentralisation. Mais ils n'ont pas implémenté toute la décentralisation. Et ils sont là, ils s'arrêtent pour dire non, on a constaté un échec. Mais c'est quand même grave. Si ça n'a pas été implémenté pendant tout le règne de Boni Yayi, ça a commencé, ça a été observé que il y a eu prévarication, il y a eu beaucoup de gabégie. On a vu des maires qui, ici, sont en bas, mais ont quand même pris des primes d'escalier. Donc c'est pour ça, pour pallier ces problèmes, que c'est arrivé ainsi. Vous savez? Oui. Rapidement, pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet également. Que des maires aient pris ceci, là, ils n'ont rien inventé, c'est les lois. Vous êtes ici maintenant aujourd'hui. S'il y a une loi qui dit que vous tenez votre truc dans un studio, ou quand il n'y a pas la clim, vous avez une prime, vous aurez votre prime. Oui ou non? C'est simple. Il ne faut pas faire de l'amalgame par rapport à ça. Parce qu'il y a eu plus de 4 audits à la mairie de Cotonou. Celui dont vous êtes en train de parler. Et d'ailleurs que je salue, qui est en exil politique aujourd'hui, le président Liadi Soglo, il y a eu plus de 4 audits. 0 lui a été reproché. Aucun. Sortez les audits. C'est un procès politique. Ce sont des intentions malveillantes politiques. Il faudrait qu'on ose le dire. Qu'il ait pris des salaires, qu'il n'ait pas de truc là, il n'y a eu aucune gabégie. C'est aujourd'hui qu'il n'y a pas de gabégie dans les mairies? Il y a des SE qui sont en prison actuellement, oui ou non? Il y a des SE qui sont en prison. Il y a des CA qui sont en prison. Ils sont en prison? Oui. Donc, ça veut dire quoi? La gabégie ne s'est pas arrêtée pour autant. Si c'est voler l'argent du contribuable, ça ne s'est pas arrêté. Donc, en réalité, ils ont échoué, c'est échec et mat. Moïse Moutio, on va faire la place à 2026, où il y aura les élections générales. Année carrefour pour le Bénin et aussi votre parti, les démocrates, parti d'opposition au régime actuel. Où en êtes-vous à moins de 8 mois du scrutin, des élections couplées, législatives et communales, quand on sait qu'il y a des préalables à faire? Nous sommes en train de nous préparer. Nous travaillons toujours pour la rélecture. Nous appelons à la rélecture du code électoral, qui est chrysogène, exclusif, et qui fera peut-être exploser ce pays. Ce sont des thèmes génériques que vous utilisez? Ce ne sont pas des thèmes génériques. En 2019, c'était un thème générique quand on a dit qu'il y a exclusion. Il y a eu des morts. Nous sommes dans une gouvernance militarisée. Non. Nous sommes dans une gouvernance policière où on tire sur tout. C'est la première fois au Bénin que pour des élections, on flingue tout ce qui bouge. C'est la première fois. Dama Moussou, elle est morte en direct devant nous. Le ministre vient dire à la télé qu'elle est décédée de palu. Moïse Moutio, on a vu des individus qui ont incendié des infrastructures.
appartenant à des Béninois. On a vu en 2015 des individus connus incendier des infrastructures, incendier des maisons privées, des véhicules, et jusqu'à celui des sapeurs-pompiers. Un député, là, il a été reconnu parce qu'on voulait prendre un député. Est-ce qu'on a tiré sur les Béninois? Non. Vous savez, être président n'a pas commencé avec Patrice Talon. Et ça ne s'arrêtera pas à Patrice Talon. Bien évidemment. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a inventé, il n'a rien inventé. La seule chose qui se passe aujourd'hui, c'est que on est passé d'une pacification du pouvoir à une violence inouïe du pouvoir. Où pour des élections, on exclut, on tue les institutions. Et après, quand ça ne va pas, on sort l'armée, on tue les gens, on arrête les gens, on kidnappe les gens. Voilà les réalités de notre pays. Je ne sais pas qui est kidnappé, vous n'allez pas faire des affirmations. Et Steve Amoussou, il a été kidnappé à Lomé. Lorsqu'on ne t'a pas convoqué à un tribunal ou au commissariat, et que des individus encagoulés viennent te prendre, Manu Militari, en circulation, c'est du kidnapping. Allez regarder la définition. Ce n'est pas une arrestation. On sait que par rapport au cas Steve Amoussou, oui, la justice a tranché. En disant quoi? La justice a tranché et a condamné ceux qui ont été auteurs dans cette affaire-là. Donc on condamne à 1 an de prison les kidnappeurs et celui qui a été kidnappé, on le condamne à 2 ans de prison. Pour d'autres faits. Pour d'autres faits, parce qu'il y a des faits qui lui sont reprochés. Parce que également, normalement... Pour d'autres faits, parce qu'il y a des faits qui lui sont reprochés. Ah, donc parce que des faits lui sont reprochés, il faut commettre un crime pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir le condamner. C'est ce que dit la loi? Moïse Moutcha? Oui. Comment est-ce que vous vous préparez? On se prépare sereinement. Vous savez, aujourd'hui, nous savions que le code électoral doit être toiletté, certains articles du code électoral. Et le président de la commission des lois, je le cite pour que les faits soient là, a reconnu publiquement, durant une émission, que l'article 93 du code électoral pose problème. Que la Sénat l'a reconnu par rapport aux procès-verbaux de compilation au niveau de l'arrondissement. Que ça pose problème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça pose problème? On va s'asseoir et on toilette. On corrige ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Parce que le président de la République a dit qu'il n'est pas favorable à ça. Parce qu'il veut avoir de grands groupes. Mais quand on veut avoir de grands groupes, il faut violer la loi. Il faut que la loi soit chrysogène pour avoir de grands groupes, de grands partis. Parce qu'on voit, le grand parti UPR, ce qu'il est comme grand parti. C'est un parti de dol. C'est ça les grands partis, les grands ensembles que le président de la République veut avoir. Je pense que ce n'est pas l'intention de sa réforme. Donc, il y a encore temps pour pouvoir toiletter ce code électoral, qui est chrysogène. Et nous, on appelle à ça, on travaille tous les jours à ça. Mais, parallèlement, nous sommes en train de préparer nos listes. Vous avez peut-être vu le communiqué. Nous, on a lancé déjà les hostilités pour pouvoir récupérer et les pièces, les dossiers pour les communales et les municipales. Ça a été lancé le lundi passé. Et c'est 3 semaines de collecte. Parce que les communales et les municipales, c'est à peu près 4000 et quelques dossiers. Donc c'est les plus énormes. Donc nous sommes en train de travailler. On a déjà lancé, c'est connu de tout le monde, des médias, et de l'aspect politique et de nos militants. Donc nous, on est en train de collecter ça. Après, ça va être celui des législatives, qui fait 218 dossiers. Puisque et ça va 109 fois 2. Voilà. Et après, il y aura celui, comment on le dit? Du Dieu au président. Du Dieu au président. En attendant, nous collectons tous ces dossiers et nous attendons seulement une pièce, qui est le quitus fiscal. Ah oui? C'est la seule pièce qui ne serait pas dans nos dossiers. Parce que ce n'est pas encore ouvert. Voilà. Il faut que le ministère des Finances ouvre le quitus fiscal. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en retard par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est des élections couplées. C'est énorme. Il y aura beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de travail. Et on sait que la connexion, ce qu'elle est au Bénin, on sait comment elle fonctionne. Il y a des bugs et ça peut entraîner des retards. Donc, il faut que les mesures soient prises pour qu'on puisse vivre paisiblement cette période électorale. En 2023, la participation du Parti Les Démocrates n'était pas quasiment gagnée d'avance. Il a fallu que la Cour constitutionnelle tranche sur le fil du rasoir pour vous permettre d'avoir part aux législatives.
Ou avez-vous suffisamment appris des obstacles, des écueils connus pour donc affronter les prochaines élections? Merci, M. Akapo. Vous savez, 2023 a été une année douloureuse, particulièrement pour moi. Éprouvante. Et ah oui. Très éprouvante. Et parce que vous saviez que j'ai été retiré de la liste. Donc nous avons tiré les leçons et nous travaillons à ce que ça n'arrive plus. Vous savez, nos institutions doivent savoir qu'ils travaillent pour le Bénin. Ils ne travaillent pas pour un individu. Ils doivent savoir que ceux qui organisent les élections, parce que le parti, les démocrates, est absent de toutes les institutions qui ont parti aux élections dans notre pays. Ce qui n'était pas le cas. La Sénat, la direction des élections, la Cour suprême pour les recours concernant les municipales et les communales, la Cour constitutionnelle concernant les législatives et la présidentielle. Il n'y a aucun membre de l'opposition dans ces institutions. Non, l'opposition s'arrête au Parti des démocrates. L'opposition, ce n'est pas que vous. Non, l'opposition n'est pas que nous. Oui. Mais selon nos habitudes, nos us et coutumes, oui, c'est le parti de l'opposition qui est représenté à l'Assemblée nationale qui est présent dans ces institutions. Mais l'institution dont vous parliez... Je parle de la Sénat. La Sénat dont vous parliez, on avait déjà désigné l'opposant avant que... et on sait le temps que ça doit faire. Vous pensez qu'il faut aller changer? On savait le temps que ça allait faire et on savait qu'on avait des élections en 2023. On va pas changer le calendrier à cause de vous. Non. Mais non, je ne demande pas de changer le calendrier à cause de nous. Je demande qu'on ne soit pas rusé. Lorsqu'on sait qu'il y a des élections en 2023, parce que les députés de 2023 vont faire 4 ans, de 2023 oui, bien sûr, en 2027. Ils doivent normalement tenir compte de ça. Une loi, elle est dynamique. 2026, pardon. Elle est dynamique. Ouais. Une loi. Donc, on ne peut pas être figé dans le temps parce qu'on a une majorité mécanique et on se dit il faut exclure. L'objectif, c'est qu'on ne soit pas présent là où les élections s'organisent. Et ce consensus a été rompu depuis 2019 avec l'avènement de la rupture pour les premières élections qu'ils ont organisées. Voilà une gouvernance qui n'a jamais organisé une élection en paix. Vous pensez que si vous étiez dans ces institutions-là, vous allez peser de quel poids? Ben, c'est que tu me surveilles, je te surveille. Le président Mbedji, son parti était présent à la Sénat en 2019, 2020. Les faits sont là. Hein. Lorsqu'il a contesté son exclusion pour les élections législatives, qu'est-ce qui a été fait? Il était en pleine séance, en pleine plénière à l'Assemblée nationale quand il a reçu une convocation. Donc, au président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il a des preuves comme quoi il y a eu mal donne. Donc, on le convoque au commissariat. Il était là, il surveillait. Donc, c'était ça le Bénin, jusqu'à l'avènement de la rupture. Tu me surveilles, je te surveille. Il faut un consensus pour désigner tous les membres qui sont dans les institutions qui font les élections. C'est ça partout. Mais on est venu, la ruse et la rage aidant, on a exclu tout le monde, on s'accapare toutes ces institutions. Et on fait en plus de surcroît un code électoral chrysogène. Vous imaginez le cocktail qu'ils sont en train de préparer? Nous, on a vu ça venir. C'est pour ça qu'on l'a dit depuis. Comme on a vu pour la réforme de la décentralisation, on disait que ce n'est pas bon. Mais on est heureux que le président fasse rétropédalage pour dire on va sortir de tel état pour revenir à un peu plus de normalité. On demande qu'il aille encore un peu plus loin parce que nous, on va corriger ça en 2026. On va revenir à la vraie décentralisation où les maires seront élus par le mandat. Vous pensez tout refonder à partir de 2026? Il le faut. Il faut s'asseoir pour redéfinir le vivre ensemble. C'est une obsession? Ce n'est pas une obsession, c'est notre vivre ensemble. La crainte de j'ai peur, si tu dénonces, non, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas construire un pays pour des animaux, on le construit pour des humains, on le développe pour des humains. Mais si vous envoyez tous les humains en prison ou en exil, qui va être dans votre pays? C'est vous seul? Vous semblez attaquer à chaque occasion, vous l'avez déjà fait à deux à trois reprises dans cette émission, le code électoral.
N'est-ce pas un mauvais présage vu que le code ne sera pas touché avant les prochaines élections? Qu'est-ce que vous en savez? Ah, donc vous êtes dans le secret des dieux? Non, c'est une question que j'ai posée. Nous, on demande la relecture. C'est-à-dire, le clergé, c'est-à-dire l'épiscopat, et la congrégation musulmane, la société civile, les partis de l'opposition demandent la relecture du code. Oui. Mais que nenni, c'est ce que dit la mouvance, c'est ce que dit son président. Ah, lui n'est pas favorable. Mais ce n'est pas une affaire d'être favorable, c'est une affaire du vivre ensemble. C'est une affaire d'avoir des élections apaisées. C'est une affaire d'avoir des élections libres et transparentes. C'est ce qu'on demande. L'article 93 en est la preuve. Comment vous pouvez contester sur des résultats lorsque vous n'avez pas le PV de compilation, le seul valable pour le recours à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême? Un PV qui peut être caduque. Qui peut être caduque. Ah voilà, vous-même vous comprenez. Donc on nous dit, le président de la commission des lois, c'est-à-dire ceux qui ont rédigé la loi, nous dit qu'il faut capturer. Oh, on avait des captures d'écran. On avait des captures d'écran qu'on a amenées devant la Cour constitutionnelle, qu'elle a rejetées. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas aller aux élections avec ce code. Néanmoins, nous nous préparons. Nos dossiers seront prêts. Et nous travaillons à ce qu'il y ait un toilettage du code. Et nous appelons le président de la République. C'est la fin de son mandat. S'il veut être vraiment pris en triomphe par les Béninois, comme il a dit à l'entame de son premier quinquennat, il faut qu'il revoie cette loi. Qu'il fasse diligence. Parce que s'il ne dit pas, les membres de sa majorité ne feront absolument rien. Vous pensez que la loi doit être revue, corrigée, mais un membre de l'opposition, Paul Rompé, pour ne pas le nommer, a fait une récente sortie dans le plateau, plus précisément à Igolo, et dit que pour lui, c'est pas encore un problème, il faut éprouver la loi. Apparemment, lui, il n'a pas peur de cette loi-là. Mais vous, qui avez 28 députés à l'Assemblée, qui, excusez de peu l'expression, gagarisé, d'avoir le peuple derrière, apparemment. Excusez-moi, je ne vais pas prononcer le nom de l'opposant qui l'a dit. Pardon, en tout cas pas de gros mots ni de noms d'oiseaux quand même. Mais non. Voilà. Ça me rassure. Je veux pas ça me son rassure. Nom, mais je veux seulement lui poser une question. On vous a dit que dans ce bidon, tout le monde s'est assis, ils ont dit que c'est de l'acide qu'il y a dedans. Donc je demande à celui qui le dit, qu'on lui a dit que c'est de l'acide. Lui dit non, ce n'est pas un problème. Il faut le boire. Si je meurs pas, ou si je meurs, on aurait su que c'est de l'acide. C'est de ça qu'il veut? Il veut envoyer les Béninois à l'abattoir? Comment un parti peut penser ainsi? Ça dit ce parti travaille à ce qu'on envoie les Béninois à l'abattoir. Non, mais on est dans une... Donc lui, il veut qu'on boive l'acide. Nous sommes dans une république où il y a une pluralité d'expressions, d'opinions, vous savez, de points de vue. Son parti, c'est combien sur le plan national? C'est 4%. Aux élections législatives. Voilà. C'est 4%. Donc, lui, il pense que lui qui n'a même pas pu avoir 10%, quand c'était à 10%, son parti n'a pas pu avoir 10%. C'est aujourd'hui que c'est 20% que lui trouve qu'il faut l'éprouver. Il va falloir que nous élevons. Je ne veux pas avoir. Vous semblez. Je ne veux pas avoir un débat de bistrot. Non, je ne dis pas. Je ne parle pas de vous particulièrement. Des personnes qui à peine réfléchissent comme cela se doit. Je ne parle pas de vous particulièrement. Mais j'ai comme l'impression que ne sont pas des cobayes. J'ai comme l'impression que le parti, les démocrates en général, minimise la force de Force Coriou pour un Bénin émergent. Mais on minimise quoi? Vous en faites un rebut, je sais pas. Mais on minimise quoi? Si en 2021, en 2020 d'abord, quand il est devenu secrétaire général du parti, secrétaire exécutif national, voilà, du parti dont vous citez le nom, ils ont eu combien de maires? 6 maires. Lui-même est allé aux élections, n'a même pas pu être élu.
Il est allé aux élections. Il n'a pas pu être élu. Il s'est sacrifié pour le parti. Quel sacrifice? Quel sacrifice? Donc, il n'a pas pu être élu. Ils ont eu que 6 maires. Mais plusieurs élus locaux. C'est pas ça le plus important. Uh-huh. Ce sont les maires. D'accord. C'est eux qui leur donnent le parrainage. En 2021, pour les présidentielles, c'est celui qui se déclare de l'opposition. C'est la mouvance qui lui a apporté le parrainage pour que lui soit candidat à une élection présidentielle. Il est quel genre d'opposant? Il est quel genre d'opposant? Il faut lui poser les bonnes questions. La loi vous permet de faire des accords. De gouvernance comme des accords de coalition parlementaire. Oui. Mais la loi nous empêche de faire des accords, quel qu'en soit l'accord qu'on veut faire, avec la mouvance. C'est-à-dire que si vous faites votre déclaration d'opposition, je parle de ceux qui... opposants. Je parle de ceux qui viennent, oui, bon... Mais lui, il a fait sa sortie. Il dit qu'il ira demander le parrainage à la mouvance. Donc ça veut dire qu'il se reconnaît ne plus être de l'opposition. Donc la seule chose que nous on attend, c'est qu'il aille faire sa déclaration de sortie de l'opposition. Parce que c'est ça les tests que le ministre de l'Intérieur doit appliquer. Lorsque un parti qui a fait une déclaration d'opposition ose faire une sortie publique et dit qu'il va demander ses parrainages au président de la République, le ministre de l'Intérieur doit sanctionner. Vous faites, c'est l'inapplication des lois que la rupture s'est même votée qui entraîne toute cette salade que nous constatons. Tu veux parler de l'opposition et faire ce genre de sortie. Tu veux parler de l'opposition? C'est antinomique. C'est antinomique. Moïse Montcho, le Dieu candidat, c'est vrai, vous avez dit tantôt que vous avez des échéances, mais bon, est-ce que vous avez déjà fait un portrait robot du Dieu candidat du Parti Les Démocrates? Merci, monsieur Akapo. Merci. Merci beaucoup. Parce que 2026, c'est pas loin, hein? Nous sommes en période électorale déjà, c'est une année électorale. Et le Parti Les Démocrates suit son calendrier. Nous n'avons aucune pression. Je sais, vous l'avez dit tantôt. Je demande si vous avez fait le portrait robot. Le seul portrait robot qui vaille, c'est le logo du Parti Les Démocrates. La flamme. Nous, notre candidat, c'est la lumière. C'est le seul duo qui vaille. Il faut tenir la lumière. C'est le seul duo qui vaille pour nous. C'est le logo du Parti Les Démocrates. En détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le logo là qui va à toutes les élections municipales, communales, législatives et présidentielles. Donc, nous ne sommes pas pressés. Nous travaillons étape par étape. Mais la seule constante qui ne variera pas, c'est le logo. Peu importe les hommes qui seront devant, c'est le logo qui compte le plus important. Moïse Montcho peut être candidat à la présidentielle. J'ai l'âge. Constitutionnellement, j'ai l'âge. C'est 40 ans et 70 ans. C'est fermé. C'est suffisant? C'est très suffisant. Après, c'est un problème de santé. On a vu qu'en 2023, votre nom a été jeté. Bon, voilà. Donc, c'est pas suffisant. C'est suffisant. Je suis candidat. C'est que j'ai l'âge pour être candidat à la candidature. Vous aviez l'âge pour aller aux législatives 2023, mais ça n'a pas été suffisant pour que votre nom reste sur la liste. C'est pour ça que je demande si c'est suffisant. Mais tout ce qui est constitutionnel est suffisant pour être candidat à une élection présidentielle dans notre pays. En dehors de ça, c'est la rue, c'est la rage. Et nous ne sommes pas des enragés, nous ne sommes pas des filous, donc nous restons dans le contexte de la loi. Il vous faut 28 parrains. Oui. Pour être sûr, vous êtes certain de maintenir ce quota-là jusqu'à la désignation du duo candidat? Je ne sais pas si vous êtes l'oracle. Non, je pose des questions. Moi, je profite pour saluer le leadership du président du parti, le docteur Thomas Boniaï, qui a su garder une certaine cohérence, une certaine unité avec nos 28 députés. Ils sont soudés et unis. La seule chose qui vaille pour eux aujourd'hui, c'est députés et tous les cadres du parti ainsi que nos militants. Ce sont les élections qui arrivent. Nous travaillons de concert avec nos élus pour aller à ces élections. Ils y attendent ces élections-là plus que même les militants. Parce qu'ils s'usurent, on raconte des choses. On a taillé un costume pour nous, un django, 28 députés pile poil dans une loi. Vous pensez? Vous imaginez une loi peut être aussi minimaliste? La loi n'est pas personnelle, elle est impersonnelle. Donc ils ont fait une loi tellement personnalisée contre les partis les démocrates
Et croyant est-ce que c'est pas tellement juste pour être vrai ce que vous dites? C'est ce qui est. Comment il peut penser que, bon, oui, il vous faudra dans quelques mois ou quelques années, juste 28 et bon, c'est taille comme ça. Bon, voilà. C'est trop beau pour être vrai, selon moi. Mais c'est ce qui est, c'est factuel. Nous avons 28 députés, on dit il faut 15%. D'accord? Et ils ont même ajouté une autre condition. Dans plus de 3 cas, 3 cas, ouais. des circonscriptions électorales, nous avons pile poil. Donc, ce sont des indices qui vous confortent dans, je ne veux pas dire préjugés, mais bon, voilà, dans vos analyses. Non, c'est ce qui est. Ok. La loi, là, elle est là devant vous, monsieur Akapo. Lisez-la, décortiquez-la, posez-vous les bonnes questions. Vous parlez de Boni Yayi, le leader charismatique, l'ancien président du parti Les Démocrates. Dans une récente sortie, le premier secrétaire du parti communiste du Bénin, oui. Philippe Noudienoué, dans cette sortie-là, a fait une analyse comparative de sa gouvernance et de celle de Talon. Pour lui, c'est le ni en 2026, ni l'un ni l'autre. Je me suis refusé de répondre au parti communiste. D'ailleurs, les partis communistes sont morts partout. Ils ont dit seulement encore au Bénin. Même en Chine, ce n'est plus du communisme, c'est du libéral pragmatique. Et comment on fait? Vous parlez d'un allié? Il est allié. Je ne sais même pas s'il existe légalement. Je ne sais pas s'il existe légalement, ce parti. Donc, au nom de quoi il dit Nini, lui seul peut le dire. Étant donné qu'il parle de Yayi Boni. Yayi Boni n'est plus demandeur de rien. Yayi Boni n'est candidat. Le président Yayi Boni n'est candidat à rien. Et Philippe Noudienoué est candidat? Est-ce qu'il est candidat à une élection? Non. Mais il faudrait que les gens comprennent que le Bénin n'est plus dans les années 90. Bah, il s'appuie sur... Nous sommes en 2025. Bientôt 2026. Donc, est-ce qu'il est candidat à une élection? S'il est candidat, qu'il le dise. Parce qu'en disant à ces militants, Nini, qu'est-ce qu'il demande? Comment ils veulent conquérir le pouvoir? Il demande que, bon, voilà, que vu ce qui a été fait sous Boni Yayi et vu ce qui se fait, bon, voilà, de botter en touche ces deux camps-là même, il va plus loin et dit de ne pas aller aux élections générales. Et comment un parti conquiert le pouvoir? C'est pas des élections. Il demande, comme vous, des assises générales. Mais nous le demandons. Mais c'est pas parce qu'on le demande qu'on l'a pas obtenu qu'on fait la politique de la chaise vide. Seuls les absents ont tort en politique. Donc nous ne serons pas absents. Volontairement, nous ne serons pas absents. Mais involontairement, c'est-à-dire on peut nous empêcher d'être présents. Mais volontairement, le Parti Les Démocrates n'optera pas pour cette politique parce que elle ne respecte pas les militants, elle ne respecte pas le peuple béninois. On va aborder un sujet parce que nous sommes quasiment dans la dernière ligne droite de cette émission. Récemment, les députés de votre parti, du groupe parlementaire les Démocrates à l'Assemblée nationale, par la voix du président du groupe parlementaire, Noureino Tchadé, ces députés-là ont ravivé la flamme de la loi pour amnistier Rekia Madougou, Joël Aïvo et consorts. Une démarche qui, manifestement, est biaisée, selon Orden Ladati. Décidément, le nom vient le plus souvent, en tout cas. Lorsque je vois le président d'une commission des lois de l'Assemblée nationale venir dire publiquement que leur démarche est biaisée, je crois qu'on se trompe. Il se trompe d'endroit. Il ne doit pas être à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que selon le règlement intérieur, il y a une procédure pour déposer une loi. On dépose la loi. La loi vient devant la commission des lois et que ce soit un projet ou une proposition, c'est-à-dire quand ça vient du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, ça vient devant eux. Ils analysent la loi et qu'elle passe, qu'ils votent ou que ce qu'ils ne votent pas, la loi peut passer en plénière pour que tous les députés puissent avoir à faire ça. Mais ils ont bloqué la loi. Ils ne l'ont pas ramenée en plénière depuis. Et ils trouvent qu'elle est biaisée. Ils voulaient quoi? Celui qui ose dire publiquement. Il a dit publiquement sur il a notamment dit que
Il n'y a pas eu une sorte de concertation où on pouvait voir déjà dans les coulisses quelques Il y a eu démarches concertation à en mener. 2019 avec qui? Lorsqu'ils ont fait la loi d'amnistie. Quand on a tué des citoyens pour les élections et qui se sont amnistiés eux-mêmes. Autre temps, autre mœurs. Ah, autant, autre mœurs. Quand ça les concerne personnellement, ils s'amnistient. Parce qu'ils étaient seuls. Mais aujourd'hui que ça concerne des gens de l'opposition, on trouve que la démarche est biaisée. Mais on suit un règlement intérieur. Ils veulent quoi? Ce député, président de la commission des lois, il ignore le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et depuis, laissez-moi finir. Oui. Il a osé dire publiquement, lui, qu'ils étaient en commission des lois en train de travailler, quand le président de la République l'a appelé, les a appelés, et qu'ils sont partis le rejoindre. Donc en réalité, ce n'est pas lui le président de la commission des lois. Donc il n'a même pas à parler. Il faut le demander de se taire. Moïse Montcho, est-ce qu'il ne serait pas mieux, pour les gens que vous défendiez, Brekia, Joël Aïva, que vous fassiez l'âne pour avoir le foin? Il faut que cette loi puisse passer, que vous fassiez... Vous croyez que pour demander qu'on répare l'injustice, il faut faire l'âne? Vous croyez que les Joël, les Rikia, et les Steve Amoussou, les Liadi Sogo, vous défendez leur cause? Les Adjavon, tous ceux-là, vont accepter que nous fassions l'âne? Vous défendez leur cause, non? Nous défendons leur cause. Si c'est le chemin de faire l'âne pour faire passer une loi. Si c'est le chemin à faire, pourquoi ne pas essayer? Quel chemin? Mais est-ce qu'ils ont accepté? Le truc, je vous dis un truc simple. La loi est devant la commission des lois. La loi d'amnistie que nous avons déposée en 2023 est devant la commission des lois. Mais il faut qu'on discute. C'est là qu'on parle, ce n'est pas ailleurs. C'est là qu'on s'assoit parce qu'on est représenté là, les 3 blocs sont là. Les 2 de la mouvance et celui de l'opposition. On est assis là. Discutons. Mais ils ne veulent pas discuter. Ils bloquent la loi. On ne la ramène même pas à l'étude. Elle est dans les tiroirs. Mais ok. On a fait... Elle est biaisée. Mais pourquoi eux-mêmes, s'ils veulent vraiment libérer les Béninois qui sont en prison, qui sont en exil, pourquoi eux-mêmes ils ne font pas une loi pour amnistier ceux-là, étant donné qu'ils savent que ce sont leurs frères, que ce sont leurs sœurs, ce sont leurs compatriotes, qui sont injustement en exil ou en prison. Pourquoi eux-mêmes ils ne font pas cette loi comme ils l'ont fait en 2019 pour pouvoir rééquilibrer, redéfinir le vivre ensemble. Pourquoi ils ne le font pas? Vous pensez qu'ils sont en exil politique, prison politique, mais ce n'est pas de l'avis du gouvernement. On a entendu plusieurs fois le secrétaire général adjoint, un porte-parole du gouvernement, dire ou alléguer que ces personnes-là sont des exilés politiques, et c'est ne pas dire la vérité, parce qu'il y en a qui ont des procès, qui ont fui, qui n'ont même pas entendu, des gens qui ont publié des documents confidentiels et qui, parce qu'on a dit attention, qu'est-ce que tu fais, viens te justifier, il fuit, et c'est pas correct. C'est un thème qu'on vous refuse souvent. Je vais prisonnier, tu sais, le PPG, il fait du journalisme. Non, il n'est plus journaliste. Il fait du journalisme. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Je vais demander au ministre Quenom, ancien ministre de la Justice, qui a eu à dire sur des plateaux télé partout qu'il n'y a pas d'exilés politiques ni de prisonniers politiques au Bénin. Je vais lui demander de revenir au Bénin, venir justifier qu'il n'y a pas ça. Il n'est pas là pour le moment. Non. Si vous l'amenez à venir le dire, moi je serai d'accord avec vous. Il n'est pas là pour le moment, vous. D'accord? Pour nous, il y a des exilés politiques. Et il y a des prisonniers politiques au Bénin. Et ce n'est pas nous. L'ONU, plein d'institutions ont condamné le Bénin pour ça. Ils ont demandé qu'on revoie des lois, dont la loi sur l'embauche, la loi sur le numérique et le code pénal. Que nous avons déposé des propositions pour toiletter ces lois. On a été condamnés pour ces 3 lois-là par le cadre de travail de l'ONU. Mais le Bénin a promis réparer ça, corriger, toiletter ces lois. Mais jusqu'à présent, ils ne le font pas. Parce que cette loi, elle est faite spécialement. Votre agenda n'est pas celui du gouvernement? Non, parce que le gouvernement a fait spécialement ces lois pour criminaliser tout. Comme les médias d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a promis? Je chute sur vous. À l'avènement de la rupture, ils ont promis quoi pour les médias? Redonner une image aux médias. Vous savez, à chaque fois que je rentre dans une maison d'édition, je rentre dans une maison de télé ou de radio, j'ai pitié des médias béninois.
Parce qu'ils n'ont même pas respecté un iota. C'est vous qui pensez, nous on pense être libre et on exerce notre métier comme il se doit. Vous exercez votre métier, d'accord? On a dit on va améliorer vos conditions, on va libéraliser ce métier-là. Mais qu'est-ce qu'on constate au contraire? On vous encarte, on vous oblige à faire de la propagande. Au lieu de faire le métier. Si c'était pour la propagande, vous ne serez pas ici. Non, parce que quand vous répétez ce que le PPIG dit, c'est que vous-même vous êtes en train d'une manière ou d'une autre accepter ce qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas compris. Je suis parti, d'accord, de ces propos pour vous. Et je vous ai demandé que quelqu'un a dit pire que lui. C'est le ministre Quenom. Depuis l'arrestation, la condamnation et l'emprisonnement de sieur Olivier Bokor et Romeki, le ministre Quenom a pris la clé des champs. Il est en France depuis, où il demande l'asile politique. Donc, qu'ils viennent nous dire ça. Si vous arrivez à faire venir M. Quenom ici, et il le dit, je vais croire. En attendant que le ministre Séverin Quenom, l'ex-ministre Séverin Quenom, peut-être un jour vienne dans ce studio pour parler, vous allez conclure, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Il nous reste au plus 2 minutes. On va conclure sur cette émission. Alors, qu'avez-vous à dire? Le message que j'ai adressé aux militants et aux Béninois, on peut caporaliser toutes les institutions. On ne peut pas caporaliser un peu. Je suis gêné par vos expressions. C'est ce qui est. Laissez-moi être cru. Parce que le politiquement correct, je ne connais pas. On peut caporaliser toutes les institutions, mais on ne peut pas caporaliser un peuple. Nous demandons tout simplement aux Béninois qu'ils ont un devoir à faire. Leur bulletin, leur carte électorale est un sésame pour pouvoir arrêter, corriger l'injustice qu'il y aura, qui est en cours en 2026 à toutes les élections. Sortez massivement pour voter. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous voulez que ça s'arrête, vous sortez massivement pour voter. Si vous voulez que ça continue, restez chez vous à la maison. Suivez ce qu'on dit, la peur qu'ils sont en train de distiller. Mais sachez une chose, la révolution électorale par les urnes, elle aura lieu en 2026. Merci.